Donc maintenant, je donne la parole à Richard. Richard, je t'introduis d'abord rapidement. Richard est un auteur très prolifique, une connaissance encyclopédique qui me sidère parce que tu peux parler de n'importe quoi, tu connais, tu as déjà vu, tu as déjà lu, et puis quand j'ai une info que je crois te donner, c'est moi qui repars en ayant appris plein de choses. Par exemple, ton livre sur les expulsions des Juifs de France, en le lisant, j'ai découvert que la France est le champion des expulsions de ces Juifs, et que bien plus que d'autres pays. Alors, pour revenir d'une manière un peu plus générale, je dirais que tu as été ancien vice-président de l'Académie européenne de géopolitique et fellow du CAPE, ancien secrétaire général de Médecins sans frontières et cofondateur de Médecins du Monde. Moi, je rajouterais baroudeur humanitaire. C'est un peu comme ça que je te vois. Comme si ta réaction à l'antisémitisme et à la Shoah, ça avait été de vouloir soigner l'humanité. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si on peut la soigner, mais c'est en tout cas une pandémie morale dont on ne vient pas à bout facilement. Mais merci d'avoir essayé. En tout cas, donc voilà, et une de tes citations, c'est que tu n'as pas écrit dans mon ouvrage, je ne te connaissais pas à l'époque, dans le nouveau visage de l'antisémitisme, dans ce livre collectif, mais j'ai relevé une de tes citations. La dérive des humanitaires est devenue incontrôlable. Sous le prétexte médiatisé d'apporter de l'aide à des démunis, les hommes se revendiquent détenteurs du bien et de la morale. Je crois qu'on est un peu dans la continuation de ce qui vient d'être dit. Je voudrais aussi ajouter que Dimi Watch ne serait pas Dimi Watch sans Richard, puisque tu es membre du bureau, et j'en suis très, très content et très fier, toujours disponible, toujours plein d'idées, de connaissances et de suggestions. Voilà, donc je te donne la parole parce que tu vas prendre une vue générale, enfin, il y avait déjà des vues générales, mais plus générales sur les vues générales de tes prédécesseurs, sur le thème du totalitarisme de ce soir. Avec ton exposé, tu m'as donné le titre « La France rongée, état des lieux ». C'est trop là, c'est quand même trop. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu un quiproquo dans les propos qui ont été tenus sur Israël, pays des rescapés de la Shoah. Je pense que ça a été mal compris, mais ce que l'auteur voulait dire, c'est qu'il est perçu comme ça en Europe, ce qui est complètement faux, évidemment, puisque le sionisme politique commence en 1881 à Odessa. Je viens d'oublier le docteur Pinsker, Léon Pinsker. Bon, donc la France rongée état des lieux, c'est un autre angle du problème, c'est l'angle vu de France. La France a une longue histoire, elle s'est construite lentement avec ses drames et ses grandeurs, depuis l'invasion des Teutons, notamment des Francs, lors de l'agonie de l'Empire romain. La République est née dans le sang avec la Révolution de 1789, la démocratie qui est un ensemble de libertés, opinion, croyance, expression, circulation, etc. La démocratie dès lors inaquis, la démocratie. Le pire des régimes, à l'exception de tout autre, disait Winston Churchill. Depuis quelques années se pose la question de la solubilité de l'islam dans cet espace culturel et sociétal qu'est la République française. La République française a une devise: liberté, égalité, fraternité. Liberté, celle que le poète chérit et pour laquelle nos prédécesseurs ont tant lutté. La liberté qui fait disparaître le servage et l'esclavage. Cette valeur suprême est-elle compatible avec l'islam qui, à l'inverse, signifie soumission? On vous dira qu'il s'agit de soumission à Dieu, mais justement, Dieu invoqué est maître du monde. Et des sondages
dans les populations de jeunes musulmans français montre que ces jeunes considèrent la charia, la loi musulmane laissée à l'appréciation des oulémas, plus importante que les lois de la République, dont la justice est rendue au nom du peuple. Dieu versus le peuple est au cœur du problème. À défaut de solubilité possible, une émulsion a été tentée, mais la mayonnaise n'a pas pris. On sent le manque de moutarde. Liberté, égalité. Égalité de droit de tous les citoyens, évidemment, est-il une autre égalité possible? Y a-t-il égalité quand les femmes sont d'emblée considérées comme des êtres inférieurs qui doivent être recluses, cachées à l'appétit de mâles en état de manque? Y a-t-il égalité? Pardon, j'ai oublié de vous dire qu'elles n'ont pas non plus droit à une part égale d'héritage. L'égalité, et donc la loi, est bafouée au nom d'une tradition dont on feint d'ignorer le caractère liberticide. Y a-t-il égalité quand les étrangers à l'islam, puisqu'il s'agit de lui, sont perçus au mieux pour dhimmi, c'est-à-dire protégés? Quelle impudence! Protégés contre soumission absolue et espèce sonnante et trébuchante. Je dis au mieux, parce que, comme l'a rappelé Jacques, les athées, les païens, les apostats sont promis à la mort. Michael aussi l'a dit. Y a-t-il égalité quand les homosexuels de toute tendance sont aussi voués à la malédiction et au massacre? Je sais, il est des groupes organisés de féministes et d'homosexuels qui soutiennent toutes les autorités de l'islam et le clament au plus fort. Une tentation suicidaire ou d'autres haines cachées? En terre d'islam, il tomberait de haut, au moins d'un immeuble. Liberté, égalité et fraternité. Dans ce monde-là, madame, monsieur, la fraternité se réduit au groupe. On s'appelle frères entre soi, à l'exclusion de tout autre. Les différents groupes se font la guerre au nom d'une fraternité tribale et ou idéologique. Une fraternité assassine, pas une fraternité pour un mieux vivre ensemble. Le frère n'est pas l'autre humain et on exclut à tout va. Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas vraiment possible en islam. La République française est constitutionnellement laïque. La laïcité française n'est en rien une interdiction de la religion. Au contraire, elle la protège au nom de la liberté de croyance et de pensée, mais elle la cantonne à la sphère privée, à l'intime. La foi est une affaire personnelle respectée. La chasse aux curés, aux pasteurs et aux rabbins s'est terminée avec la terreur. La terreur. La laïcité, cependant, ne permet pas l'empiètement des manifestations cultuelles sur le domaine public par respect aux autres usagers de cet espace. Par exemple, elle ne permet pas les prières de rue. La loi n'est pas respectée. Là, c'est une responsabilité de l'État seul, de ses institutions, de ses dirigeants, une faillite. Même la séparation dite de l'Église et de l'État n'est pas respectée quand les collectivités loco-régionales bâtissent des centres culturels sans même l'alibi du cultuel. Cultuel, culturel, confusion volontaire. Là, encore, l'État ne joue pas
son rôle. Il est entré dans une phase de dimisation. Tous les arguments avancés relèvent de l'aveuglement, de la confusion, de la course au vote. La démocratie porte en son sein le paradoxe de sa propre disparition. Tolérer l'intolérable expose à l'intolérance, pour paraphraser Karl Popper. Liberté, égalité, fraternité, laïcité ne font pas partie du vocabulaire islamique. Est-ce à l'arrivant d'imposer une culture qu'il feint de faire croire qu'il a fui, se demandent les citoyens lambda, dont certains sont musulmans. Ces musulmans abandonnés par la République et qui croient que l'islam n'est qu'une religion. Une religion d'amour et de tolérance qui n'aime pas les femmes, pas les non-musulmans, ceux qui ne sont pas hétérosexuels et ceux qui ne sont pas de la même chapelle, qui ne tolèrent aucun de ceux-là. La République française proclame depuis ses débuts être une et indivisible. Pourtant, comme l'a si bien montré Georges Bensoussan dans Les territoires perdus de la République, elle a maintenant des territoires perdus. Le phénomène n'est certes pas récent, la tendance naturelle des immigrants à se retrouver pour s'entraider, à s'intégrer, s'est transformée en la création de zones d'abord de concentration avec des majorités de plus en plus fortes et qui sont devenues des zones d'exclusion hors la République. La République y répugne à y faire régler l'ordre et la loi. On invoque des raisons, mais c'est un abandon et il devient chaque jour plus difficile de rectifier le tir. Les responsables ne sont plus responsables devant personne. Il est vrai que la démocratie et la loi ont été confiées à Bruxelles, dont les dirigeants ne sont pas élus mais nommés, et Bruxelles, sensible aux lobbies islamistes, soutient la tendance. Pour être juste, il n'y a pas que Bruxelles. Depuis plus d'une trentaine d'années, des élus et des hommes d'influence poussent à la roue, comme l'a si bien montré Battier-Or. Finalement, on a construit, à défaut d'une société multiculturelle, une société multicommunautaire, et ce n'est pas la même chose. Donc la République française, laïque, de liberté, d'égalité, de fraternité, n'est plus non plus une et indivisible. Alors jetons un œil sur les conséquences érosives en France de cette insolubilité. Évidemment, d'aucuns proclament haut et fort que cette immigration musulmane serait une chance pour la France. Ce fut peut-être vrai dans les années de la reconstruction après-guerre, quand la main-d'œuvre était nécessaire et que les entrepreneurs la voulaient la moins chère possible. Ce contre quoi, à l'époque, s'insurgeait avec vigueur le Parti communiste français. Autre temps. Les musulmans, une chance pour la France? Certains sûrement. Ceux qui veulent être français, ceux qui veulent vivre la démocratie et la République. Et ils sont légions. Ils sont légions, mais la plupart sont silencieux. Il faut saluer le courage de ceux qui se lèvent et osent parler. Quant aux autres, les plus nombreux, actifs, mortifères, ils se trouvent aisément des alliés en mal de combat romantique, des alliés cupides, des alliés naïfs, voire niais, des alliés qui ont une vision au-delà et tentent seulement de rassembler des troupes en prenant le risque de se faire dépasser sur la ligne d'arrivée. En sont-ils conscients ou jouent-ils au poker? Ils seront eux aussi alors plus que sûrement soumis si le malheur arrive. Il s'agit de ceux avec d'autres qui proclament, suivant Marx, que la religion est l'opium du peuple, mais excluent l'islam du stupéfiant illicite. J'en suis stupéfié.
Il est même devenu difficile d'expulser des assassins ou des activistes dont les prêches illégaux appellent à la haine et au meurtre. La gangrène atteint les tribunaux. On y cherche des arguties pour dédouaner les criminels de leurs crimes. Les appels à la haine n'y sont plus des délits, enfin pas pour tous. La justice, qui ne dit pas la justice mais le droit, est indépendante et c'est une bonne chose. Mais le juge est souverain, même si c'est un roi partial. Il est devenu possible, contre le dogme juridique lui-même, pour certains assassins, de revendiquer se faire justice soi-même. Ceux-là assassineraient eux-mêmes le chevalier de la Barre pour blasphème. Il se trouvera un tribunal pour l'entériner au nom de croyances, de culture, de perte temporaire de l'entendement, de n'importe quoi. Déni de droit flagrant. Le bourreau revêt le costume de la victime. Une chance pour la France, la multiplication des attentats, et on sait qu'il est arrivé à l'État au plus haut niveau de négocier et finalement pactiser, signer un pacte avec des terroristes. Les troubles à l'ordre public et des émeutes lorsqu'on s'avise de faire respecter la loi. Les difficultés jusqu'au risque de leur vie des enseignants à enseigner paisiblement. Les autocensures dans la presse. La vandalisation des lieux de culte et des cimetières non musulmans. Les contrôles de sécurité interminables dans les aéroports avec un énorme déploiement de personnel et de matériel coûteux. Les militaires en patrouille dans les villes et dans les gares. Les écoles juives sous surveillance policière ou militaire. Les personnalités, les écrivains, éditorialistes, enseignants sous protection rapprochée. Les assassinats de prêtres, d'entrepreneurs, de policiers, d'enseignants et de juifs au nom d'Allah et de sa vision totalitaire. Demain, faudra-t-il protéger les policiers? Et qui le ferait? Ces assassins sont habituellement soutenus par un ancien trotskiste qui appelait en 1972 au soutien des meurtriers des athlètes israéliens à Munich, et ils gardent pignon sur rue et sur Mediapart et distillent une pseudo-morale écoutée. Une chance pour la France. Voilà un paysage extrêmement apaisé, une France tranquille. La paix des lâches, des affairistes et des fous n'est pas une paix sereine. On ne reviendra pas sur la délinquance qui finance le djihadisme, les incivilités qui font parfois des handicapés à vie au hasard des rues, les innombrables tentatives d'imposer des règles d'autres traditions dans des espaces publics, les crèches, les cantines, les piscines et les salles d'accouchement, pendant que parallèlement sont visés d'interdiction les sapins de Noël et sans omettre de croix sur les demandes de désinstallation de crucifix dans les routes. La France, au cours de son histoire, a généreusement accueilli des immigrants et des réfugiés de nombreuses nations. Jamais ils ne revendiquèrent de telles exceptions, ils voulaient juste vivre avec les valeurs éthiques, égalitaires et démocratiques de leur pays d'accueil. Ne faisons pas non plus d'amalgame, ce mot tellement galvaudé. Il n'est pas question de fustiger les musulmans. Les bipèdes sont tous égaux. C'est le socle moral. Il s'agit de mettre en garde contre une idéologie assassine. C'est contre l'idéologie et ses turiféraires, contre les versets sataniques qu'il faut se battre. Ces musulmans-là, sont-ils une chance pour la France ou la France est-elle une chance pour cet islam? Est-ce parce que le monde est envahi par le virtuel que la réalité n'a plus de prise?
Le suicide est une réalité. Partout dans le monde, cette idéologie porte de la misère et de la violence, perpétue depuis sa naissance des massacres. Relisons l'histoire. L'islam est parti à l'assaut du monde au prétexte d'un règne divin et n'a dû sa grandeur qu'à force de massacres, de pillages, de rapines, d'exclusion, de spoliation, d'asservissement. C'est aujourd'hui le seul colonialisme pérenne. L'islam continue de coloniser. Regardez le Kenya, regardez le Nigeria. Il suffit d'ouvrir les journaux. Regardez où sont les guerres les plus nombreuses et les agressions de populations civiles. Il suffit de lever un voile devant les yeux. Je vous remercie. Merci, merci Richard.